Donc, ce qu'on vous propose, pour que ça soit vivant, Patricia et moi, on va vous faire des commentaires, surtout sur la lettre qu'on a envoyée la semaine dernière et qui parle du chiffre d'affaires au troisième trimestre. Donc, on a une petite présentation qui va assez vite, où on reprend les points clés de cette lettre aux actionnaires. Et dans cette lettre aux actionnaires, on essaie de répondre par anticipation aux questions que de toute façon vous allez nous poser. Mais on a sans doute oublié des thèmes qui vous intéressent. Et donc, à l'issue de cette présentation ou pendant, vous n'hésitez pas, vous me dites stop, vous m'arrêtez, vous posez les questions. Patricia prendra la parole aussi sur une partie de la présentation. Il faut que ça soit vivant, hein, ce sera plus intéressant pour tout le monde. Alors, on commence toujours notre présentation par les équipes. Parce que pour nous, c'est quand même la première ressource du groupe, hein, et on est très fiers de nos équipes. Nous sommes maintenant 714 personnes dans le groupe Thermador, donc on a passé la barre des 700. Et pourquoi est-ce qu'on met ce chiffre en avant? C'est que durant le troisième trimestre, nous avons réussi à recruter 30 personnes. Alors, on nous posait souvent la question, avez-vous des problèmes de recrutement? Oui, nous avons des problèmes de recrutement. Pour autant, nous réussissons à recruter des personnes et nous réussissons à recruter des jeunes, ce qui est quand même aussi un bon signal pour l'avenir. La marque employeur, Groupe Thermador, fonctionne bien. Les jeunes sont intéressés par notre entreprise. Les jeunes s'intéressent à la RSE. Et nous avons des choses à leur raconter à ce sujet, ce qui fait qu'on arrive à les faire venir, même s'ils viennent de très grandes sociétés. Donc on est assez fiers de ça. Alors, la croissance organique du chiffre d'affaires, c'est toujours quelque chose qu'on regarde de très près. J'aime bien montrer ce schéma parce que ça montre le groupe sur plusieurs années. Donc vous voyez des années, tous les trimestres en croissance organique, hein, depuis 2017. Donc 2017 était une excellente année, hein, puisqu'on a eu en 2017 deux trimestres au-delà de 10%. Dans le groupe Thermador, quand on est en croissance organique au-delà de 10%, c'est déjà des performances un peu hors du commun. Et donc vous voyez cette année 2020 ici, avec le T1 qui avait été entamé par le premier confinement, le T2 qui avait été négatif du fait de ce premier confinement, et puis après ce redémarrage T3, T4, et ce décollage inattendu T1, T2 2021, totalement hors norme. Et c'est pour ça qu'à l'issue du T2, on avait bien précisé, n'attendez pas à ce que ça continue à cette vitesse, ce n'est pas soutenable. On a eu en plus un phénomène de transfert de chiffre d'affaires entre le T2 et le T3 2021, ce qui veut dire que nos clients ont passé des commandes au T2 pour amortir les hausses de prix. Et donc, ils l'ont fait en partie par anticipation des hausses de prix. Donc, ils nous ont envoyé des commandes très importantes au T2 que nous avons livrées partiellement après négociation. Mais tout de même, ça fait une différence. Et ce qui explique également ce gap entre la croissance du T2 et du T3. T3, où on revient sur une croissance organique plus normale dans le groupe Thermador, avec une part d'inflation qu'on estime comme significative et qu'on vous donnera à la fin de l'année avec précision. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, on fera quand même un calcul précis pour vous dire l'année 2021 a été constituée d'une hausse de temps en chiffre d'affaires, dont temps d'inflation. Pour l'instant, on estime que c'est entre 5 et 10%, c'est quand même très significatif l'inflation dans le groupe. Alors vous l'avez peut-être vu à la fin du premier semestre. Pour l'instant, nous avons réussi à conserver la marge commerciale. Il est clair que sur le deuxième semestre, il y a une probabilité pour que cette marge commerciale s'effrite un petit peu. Donc là, vous revoyez en très synthétique la lettre aux actionnaires que je vous ai donnée sous format papier. Donc, dans la lettre aux actionnaires, on détaille entreprise par entreprise le chiffre d'affaires. Ici, on fait du compressé et on vous met deux lignes avec le grand public. Donc, c'est les entreprises qui vendent aux grandes surfaces de bricolage. Donc, on a 4 enseignes qui vendent aux grandes surfaces de bricolage. Ça représente 22% du chiffre d'affaires. Et vous voyez qu'à périmètre constant, depuis 2019, nous sommes en cumulé à 26% de croissance.
Et donc, même si ces entreprises ralentissent actuellement, on peut dire que depuis 2019, il y a eu un parcours de fait qui est tout à fait remarquable. Ce qui est étonnant également, c'est que dans le canal professionnel, qui est en très forte hausse actuellement, et particulièrement l'activité bâtiment, on tombe sur des taux de croissance par rapport à 2019 qui sont identiques. 25,5% de croissance depuis 2019 sur ce canal professionnel. Donc finalement, on arrive avec une croissance organique sur 2019 de quasiment, de 25,6%, qui est dans l'histoire du groupe une croissance organique extrêmement forte sur 2 ans. L'effet marquant, on a de la part de nos clients certains chiffres qui sont relativement précis. Donc ça ne représente pas tous nos clients, mais ça représente des clients significatifs. Cette ligne ici, la FNAS, représente les clients grossistes en sanitaire chauffage. Et on a les petits carrés représentent les mois depuis mars 2020. Donc on voit la crise en rouge, là, le premier confinement, avec des chiffres extrêmement négatifs sur les 3 mois qui ont mars, avril, mai, juin. Et ensuite, que du vert. Dans ce canal professionnel, le chauffage sanitaire se porte très bien en France et continue à bien se porter. Nos clients nous disent que les artisans sont blindés de boulot. C'est toujours le cas. Dans le domaine de la grande surface de bricolage, qui est représenté par l'indice Brico-Brief, qui est la deuxième ligne, 2 mois catastrophiques à moins 50% au moment du premier confinement, et après, que de la croissance d'une manière complètement incroyable jusqu'au mois d'avril de cette année 2021. Et depuis 4 mois, une légère décroissance, moins 4, moins 8, moins 6, moins 4, sur des chiffres qui restent quand même très importants. Donc on voit que les Français, qui s'étaient rués dans les grandes surfaces de bricolage, sont en train d'arbitrer pour aller au restaurant, pour voyager. Et donc cet engouement pour le bricolage est en train d'atterrir gentiment. Vous pouvez prendre une plaquette là, qui est juste devant vous si vous voulez. C'est un petit complément. Quelques commentaires sur le logement neuf en France. Donc ça, c'est les stats INSEE. Le logement neuf, les produits que nous vendons dans le logement neuf, dans le groupe Thermador, en consolidé, représentent entre 8 et 9% du chiffre d'affaires. Donc, nous ne sommes pas impactés de plein fouet par le logement neuf, mais on suit ça quand même avec attention. Donc là, vous avez une représentation depuis août 2012 jusqu'en août 2021. Ça vous donne quand même une idée du cycle du logement neuf en France. Donc le nombre de logements neufs construits en France oscille entre 400 000 et 500 000. 500 000, c'est le rêve de tout homme politique. On y arrivera peut-être un jour. Et vous voyez l'impact du premier confinement. On était en 2020 reparti à la hausse d'une manière assez surprenante, après un cycle assez court. Et là, premier confinement, une dégringolade des permis de construire, une dégringolade des mises en chantier et un redémarrage en année 2020, T1, des permis de construire d'une manière très dynamique. En revanche, on voit depuis quelques mois que les mises en chantier sont en train d'entamer une espèce de palier. Ce palier pourrait être représenté par l'incapacité qu'ont les entreprises de faire, par manque de personnel ou, dans certains cas, manque de matériel. Je questionnais encore récemment des clients, au sujet de leurs clients, mais des clients grossistes, qui me disaient qu'ils avaient énormément de difficultés à se procurer des chaudières, des pompes à chaleur, des bâtis supports. Le bâti support, c'est des toilettes suspendues. Donc des éléments de base pour les chauffagistes qui risquent de manquer cet hiver. Donc si vous avez une chaudière chez vous, assurez-vous qu'elle fonctionne bien, parce que si vous comptez la changer cet hiver, c'est foutu. Alors, ça, oui. Cette problématique-là, elle est liée à un problème de sourcing. Les deux. C'est-à-dire qu'il y a des commandes, comme on n'en a jamais vu dans ce monde de la pompe à chaleur, par exemple, et des problèmes de sourcing liés aux semi-conducteurs, parce que dans tout équipement, aujourd'hui, vous avez de l'électronique, et donc des grands fabricants comme Atlantic ou Daikin ou Chafoto peuvent se retrouver avec des difficultés de livraison pour ces deux raisons diverses. Donc, si vous commandez une pompe à chaleur aujourd'hui, vous avez de fortes chances d'avoir un délai supérieur à 4 mois. Mais si vous commandez une voiture, c'est plus que ça. Hein. Patricia, tu prends le relais sur les faits marquants ? Oui. Je te transmets le micro. Allez. Ouais, les appels, le micro.
Donc, dans les autres faits marquants de cette année, mais ça avait déjà commencé aussi en fait en 2020, ça fait partie des faits marquants qui concernent notre filiale historique qui est Thermador. Donc la rénovation énergétique en fait nous a permis d'avoir une croissance assez importante. Le mécanisme de financement, on a deux mécanismes de financement qui sont des aides en fait gouvernementales, qui sont MaPrimeRénov', qui existait déjà l'an passé, qui se poursuit en fait en 2021. Donc Jean Castex en fait a confirmé ce processus de financement et ça représente quand même des montants significatifs parce qu'on est sur des niveaux à 2 milliards d'euros. L'autre mécanisme, c'est les C2E, donc c'est les fournisseurs d'énergie qui sont EDF, Total, ça peut être également Carrefour puisqu'en fait ils livrent du gazole. Et donc ces entreprises doivent en fait payer une taxe ou alors financer au travers de certificats d'énergie. Donc là, ça représente un montant de 4 milliards d'euros. Donc on est sur des montants quand même qui sont très significatifs. Nous, là où on intervient au niveau de Thermador Group, c'est en fait au niveau des accessoires qui sont autour de la pompe à chaleur. Et donc c'est Thermador, donc filiale historique du groupe, qui a développé une gamme quand même très significative dans ce domaine. Et déjà sur les 9 premiers mois de l'année, en fait, il nous a apporté un chiffre d'affaires supplémentaire de 20 millions. Donc on voit bien que c'est la filiale qui, sur cette année 2021, va finir en fait première en chiffre d'affaires et première en rentabilité. Donc après, on peut se dire, on a des problèmes d'approvisionnement. Est-ce qu'on va finalement manquer des opportunités ? On est quand même... Pardon, excuse-moi. Attends, je joue pas avec les slides parce que... Allez, on va revenir ? Ok. Alors vas-y, prends la main, excuse-moi. Voilà. Donc je disais, Thermador en fait, a l'avantage d'avoir à peu près 90% de ces approvisionnements qui sont des approvisionnements en Europe. Et donc on a derrière Thermador des fournisseurs qui sont très significatifs pour nous et qui en fait assurent les approvisionnements. Donc on n'a pas de problématique d'approvisionnement asiatique sur en fait ce développement-là. Donc pour les pompes à chaleur. Non, en fait, pour les accessoires autour de la pompe à chaleur. Nous, en fait, on ne fournit pas la pompe à chaleur. On n'est que autour de la pompe à chaleur. Et là, c'est effectivement des sociétés, donc notamment des sociétés italiennes, qui en fait ont investi parce que cette problématique aussi, c'était ça. En fait, on a des produits qui sont quand même volumineux. Donc, ils ont investi en ligne de production, en stockage. Et donc, ça veut dire qu'on est sur quelque chose qui est pérenne avec des aides de la part du gouvernement en termes de financement. Les problèmes, en fait, au niveau des composants, nos fournisseurs italiens, pour l'instant, en fait, continuent à bien nous livrer. On n'a pas d'alerte à ce niveau-là. Par contre, le fait d'avoir un tiers de nos approvisionnements au niveau consolidé qui viennent d'Asie, c'est un sujet sur lequel on est potentiellement impacté. Donc, on a des fermetures d'usines en Chine. Ça peut être 2, 3, 4 jours. Par semaine. Donc, on commence en fait à avoir des allongements de délai sur les livraisons. Et très clairement, pour répondre à votre question, ce phénomène de ralentissement sur certains fournisseurs qui sont très liés à notre marché va avoir un effet de ralentissement sur l'économie, sur le marché, et va nous impacter indirectement. En revanche, ce n'est pas nous qui sommes à l'origine de ce ralentissement. J'ai cité tout à l'heure quelques intervenants. S'il n'y a plus de pompe à chaleur sur le marché, on ne pourra pas vendre des accessoires, il faut être clair. Hein. Non, mais vous avez le sentiment, parce que bon, on peut avoir l'impression quand même sur les semi-conducteurs, le pied est derrière nous maintenant quand même. Mais Sauf si la Chine décide de mettre la main sur Taïwan. Donc, si vous voulez, la géopolitique et l'économie, je suis très très prudent parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. On est très dépendant, ça c'est un constat aujourd'hui, c'est un peu déplorable, mais c'est comme ça. Et donc, il faut être capable de réagir rapidement et malheureusement, on subit un petit peu. Hein. Donc, nous, on a communiqué sur notre montant de stock en fait, à fin septembre, parce qu'en fait, on voulait illustrer le fait qu'on est en train de passer des commandes importantes, on est en train de reconstituer notre stock. Est-ce qu'on est impacté par des pénuries potentielles ou des ruptures ?
Donc on a voulu aussi communiquer sur ces chiffres. Donc c'est 1400 références sur 80 000 références. Donc on n'est pas, c'est pas énorme. Et après, est-ce qu'on va perdre du chiffre d'affaires par rapport à ça? Notre avantage quand même, c'est d'avoir des gammes. Si on n'a pas une gamme en fait chinoise, on a potentiellement une gamme européenne. Donc on est capable de proposer des produits de remplacement. C'est là finalement où la force de nos équipes qui sont les commerciaux sédentaires qui sont au téléphone, qui sont capables de faire de la préconisation technique, c'est là où c'est un appui important pour le client. Après, c'est des efforts tarifaires, mais on sait en fait accompagner nos clients pour voilà. Et on a quand même des retours positifs de la part de nos clients sur notre qualité de service qui, sur cette année, a été quand même très challengée. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions sur sur cette partie-là? Alors, on ne l'a pas dit exactement comme ça, mais c'est un peu ce qu'on constate sur le terrain. Oui, alors tout le but à la sortie de crise, qui sera sans doute fin d'année 2022, c'est de bien fidéliser chez nous ces clients qui sont venus pendant la crise. On l'avait constaté sur la piscine, puisque déjà en 2020, on avait eu des nouveaux clients et des parts de marché qui étaient en croissance. Après, en 2021, à nouveau dans la piscine, c'est vrai que le fait qu'on ait eu un stock fort, ça nous a permis quand même de servir beaucoup de pisciniers. Donc ça c'est un élément positif. Après, sur la GSB, on est sur des appels d'offres. Donc là, c'est pareil. Le fait qu'on ait pu gérer la pénurie et pouvoir livrer les clients et respecter en fait des délais, parce qu'il y a eu aussi des allongements de délais et qu'on avait du matériel, et ça, on l'a vu sur le premier semestre. C'est aussi, c'est garant aussi de la qualité de service, et dans la négociation des accords commerciaux et des révisions tarifaires, ça nous a aussi servi auprès de nos clients dans la GSB, que ce soit Kingfisher, donc Castorama et Leroy Donc je rebondis sur la partie en fait GSB. Donc les GSB, c'est ce que Guillaume vous précisait précédemment, c'est que donc effectivement il y a un fléchissement de l'activité sur la partie GSB. Il faut quand même relativiser ce fléchissement, parce que si on compare par rapport à 2019, on est quand même sur des croissances à 16%. Donc on avait des comparatifs qui étaient élevés. Donc il y a un fléchissement, mais c'est là une tendance marché. Après, si on fait le lien avec notre marge opérationnelle, une fois que le négoce professionnel est plus fort que la GSB, indirectement, ça se retrouve aussi dans notre marge, puisqu'on a un effet plus favorable du côté du négoce professionnel avec des marges plus élevées. Donc bon, ça c'est ce qu'on regarde, et à fin septembre, c'est ce qu'on a constaté effectivement, que le poids du négoce professionnel était plus important. Recommencer en fait à passer en fait à 78%, donc on était en amélioration. Ensuite, sur la partie container, donc la partie container, on est sur des prix élevés. Ça va se maintenir en fait jusqu'à la fin de l'année, et 2022, on sera également avec des prix des containers élevés. Donc ça, on l'a intégré. Donc maintenant, ça va être on a forcément augmenté nos prix par rapport à ça. La négociation, c'était aussi d'avoir les containers prêts pour en fait qu'on soit livré. Donc ça, on a une tension qui va se poursuivre. Non, le fret aérien est pratiquement banni, parce qu'en termes de bilan carbone, on ne veut pas le faire. Et après, quand on le fait, c'est vraiment quand on a une urgence extrême, mais c'est sur des très très petits volumes. On a que, en Asie, on n'est que sur du container. On a étudié le train à un moment donné, parce qu'effectivement, quand il y a eu des difficultés sur le premier semestre, mais c'était pas en fait en termes de délai et coût, c'était pas opérationnellement, ça fonctionnait pas. Mais après, on va peut-être également évoluer sur nos pratiques, parce que bon, quand on voit le niveau de dépendance par rapport aux containers et en fait dans les activités aussi portuaires, donc c'est aussi à regarder. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous pourriez implanter un site de production? Non. Attention, le groupe Thermador, c'est une société de distribution. Ouais. Donc on ne produit pas les produits, et on ne veut pas le faire. On n'est pas des partenaires. Alors, si c'est possible,
on est toujours à l'étude. En revanche, on est quand même fidèle à nos fournisseurs, peu importe leur nationalité. On ne fait pas de l'anti-Chine, hein. Il y a des gens avec qui on travaille depuis 15 ans. On ne va pas les laisser tomber parce qu'il y a un coup de Trafalgar. Non, mais c'est de bonne guerre quand même de diversifier sous l'approvisionnement pour vous sur Oui. le devis. Quand c'est possible. Quand c'est possible, ce n'est pas toujours possible. Mais après, c'est aussi sur les transitaires, parce que ce qui est important dans la partie container, c'est les transitaires. Donc c'est vrai qu'on s'est mis un peu plus à l'écoute du marché pour voir des offres, parce qu'on a des partenaires historiques aussi. Et on regarde un petit peu comment est-ce qu'on peut sécuriser les prix, parce que les hausses que l'on a eues, voilà, comment est-ce qu'on peut faire à un moment donné pour caler nos prix sur les containers, comme on le fait sur les prix de transport routier. De manière générale, dans ce contexte quand même avec des très fortes hausses, avec quel délai est-ce que vous révisez vos prix Bah là, D'ailleurs, ça peut avoir un peu d'impact sur le deuxième semestre. Je vais répéter votre question pour que ça passe aussi à l'audio. Donc, dans quel délai on revoit nos prix auprès des clients? Habituellement, dans un monde normal, c'est une fois par an, on discute de prix et on fonctionne toute l'année. Dans la période d'aujourd'hui, c'est dès qu'on a la nécessité de le faire, on envoie des circulaires en expliquant aux clients qu'on est dans l'obligation de le faire. Et donc, sur certaines filiales, ça a pu se faire 4 fois cette année. Donc, chaque filiale est maître du temps en ce qui concerne les hausses de prix. Mais du coup, imaginons que la marge baisse un peu au deuxième semestre à cause de ça. Eh bien, on sera sans doute amené à envoyer quelques adaptations début d'année prochaine. Ça veut dire que ça pourrait être corrigé l'année prochaine s'il n'y a pas de nouvelles hausses de coûts particulières. Exactement. Ça veut dire une inertie de 6 mois à 1 an, c'est ça? Inertie. Je ne comprends pas votre question. L'ajustement tarifaire. ah non, en fait, Non, l'ajustement tarifaire, comme je l'ai dit, c'est à la main des filiales et certaines en ont fait 4 fois cette année. Donc c'est beaucoup plus précis. En règle générale, pour une mise en application chez les clients, pour des questions d'administration et d'informatique, c'est des délais demandés de 1 mois ou 2 mois. On ne peut pas faire ça en un claquement de doigts, mais c'est quand même relativement rapide et les clients comprennent très bien aujourd'hui que la priorité est d'être livré. on a un délai contractuel de 60 jours avec beaucoup de nos clients. Et donc ça, c'est ce qu'on a. Mais on a aussi des échanges de données qui nous permettent d'être très très rapides. Le problème, c'est qu'il faut que notre client, lui, la valse des étiquettes, il arrive en fait à répercuter. Donc après, c'est toujours une histoire de négociation. Les hausses, on les a passées. Après, c'est sur la partie remise où là, il peut y avoir négociation avec le client. Mais les filiales ont été assez en fait pragmatiques et voilà, pour pouvoir passer les hausses. Et après, forcément, on en fait du commerce. Donc quand on a un blocage, on adapte. Mais on adapte sur la partie remise. Une autre question là? Non? Est-ce qu'il y a un allongement des délais sur le déchargement aussi des conteneurs? Oui, tout est plus long. Ça se traduit par des commandes qui étaient prévues sous un délai de 4 mois et ça peut être du fait des problématiques usine, transport, déchargement. Ça peut 1 mois de plus, 2 mois de plus, 3 mois de plus. On se retrouve dans certains cas avec des délais de 7 mois. Mais c'est notre cas, c'est le cas de tout le monde. Ça va forcément avoir un impact sur l'économie d'une manière générale, puisque la Chine est une usine du monde, hein, vous le savez. Donc sur les autres faits marquants, donc les stocks, j'en ai déjà parlé. Donc là, effectivement, on est en augmentation et c'est un travail et c'est la tendance qu'on voulait en fait inscrire. Sur la partie investissement de l'année, donc on avait communiqué sur un montant d'investissement de 13 millions. Donc ça, c'est des investissements qu'on va tenir. On a des projets immobiliers qui sont quand même importants derrière, qui représentent à peu près 8 millions dans ces 13 millions. Donc voilà, donc ça, c'est des choses on avait annoncées. Les dépenses sont engagées. Donc sur les perspectives, marge commerciale, Guillaume? Oui, alors ça, c'est une redite par rapport à ce que j'ai déjà dit. On anticipe quand même sur la fin de l'année un petit effritement de notre marge commerciale. Vous pouvez consulter nos documents à la fin du premier semestre. Vous verrez qu'en termes de marge opérationnelle, on a un petit peu d'avance. Hein. Donc on dit tout de même, même si la marge commerciale s'effrite un petit peu sur la deuxième partie de l'année, on va vers une année record en chiffre d'affaires, en résultats opérationnels et résultats nets. Rénovation énergétique, Patricia l'a bien expliqué, de belles perspectives parce que l'argent est là. Et je voudrais là repréciser les produits qui pour nous sont des produits phares dans ce domaine. Les accessoires qui permettent d'installer des pompes à chaleur,
Les accessoires qui permettent d'installer des chaudières à combustible solide, chaudières à combustible solide qui retrouvent un fort dynamisme, et particulièrement en région. Chaudières à combustible solide, c'est une façon technique de dire que c'est des chaudières bois ou des chaudières à pellet. Et ça fait partie des solutions poussées aujourd'hui comme étant des solutions responsables ou vertes ou écologiques. Et effectivement, ça a le vent en poupe. Et quand vous mettez une chaudière bois ou une chaudière à pellet dans une maison ou dans un logement important, vous avez besoin d'accessoires spécifiques que nous commercialisons. Nous nous intéressons également à une niche qui peut se développer en France, c'est le solaire thermique, à différencier du solaire photovoltaïque, donc des panneaux solaires qui chauffent un circuit d'eau qui va réchauffer un ballon d'eau chaude sanitaire. Donc ça aussi, on est capable de fournir des accessoires sur ces systèmes-là. Nous avons dans le groupe des solutions de plafond rayonnant qui sont en train de se développer. Donc le plafond rayonnant, c'est un système de chauffage efficace sur des maisons modernes et bien isolées, mais également un système de rafraîchissement efficace sur des maisons bien isolées. Et ça fonctionne tout simplement avec de la circulation d'eau froide dans le plafond. Donc cette circulation d'eau froide pendant l'été permet de capter les calories et de conserver des bâtiments à une température 24-25 degrés sans avoir besoin de climatisation. Donc très faible consommation énergétique et un résultat extrêmement confortable puisque des flux d'air tout à fait maîtrisés. Alors, si vous avez eu l'occasion de travailler avec des systèmes de climatisation avec des cassettes, vous savez de quoi je veux parler, c'est fort désagréable. On a des solutions techniques aujourd'hui qu'on est en train de développer pour amener des alternatives à ça. Parce que sur le logement individuel, on comprend bien ce qu'on peut faire. Sur le logement collectif, qu'est-ce que vous voyez comme solution? Exactement la même chose. Hein. Donc la question c'est quelle est la différence entre l'individuel et le collectif? C'est des solutions qui basiquement sont les mêmes, mais sur le collectif, on est en train de développer des systèmes modulaires avec des dalles 60 par 60 qui permettent de remplacer des plafonds suspendus par des plafonds actifs et rafraîchissants. Donc c'est un marché qu'on est en train de travailler avec des offres que l'on est en train de construire pour amener des solutions complètes à la fois sur la maison individuelle, le tertiaire, le collectif, les milieux hospitaliers. Nous voulons étendre cette offre à tout type de... En termes de chauffage, les pompes à chaleur, c'est pas plus compliqué dans un... Non, pas du tout. Si vous voulez, pour bien chauffer un bâtiment avec une pompe à chaleur, vous devez déjà réfléchir à bien l'isoler. À partir du moment où il est bien isolé, la température d'eau nécessaire pour chauffer votre bâtiment est finalement pas très élevée. Donc on est sur des basses températures, on n'est pas à 55 degrés comme dans un circuit classique. Et une fois que c'est fait, votre température d'eau va vous permettre effectivement de chauffer, par exemple, un plafond rayonnant et d'obtenir des résultats tout à fait satisfaisants. Donc si vous avez encore cette idée en tête, on peut passer après la réunion un peu de temps, même si j'en aurai pas beaucoup, mais pour vous convaincre que ça marche très bien. D'ailleurs, j'ai eu la chance de construire une maison individuelle récemment et j'ai mis ces systèmes-là dans cette maison. Pour l'instant, je n'ai pas eu à les utiliser parce que la maison est tellement bien isolée qu'avec le soleil, elle suffit à se chauffer elle-même. La problématique des bâtiments de demain, ce n'est pas de les réchauffer, c'est de les rafraîchir. C'est le vrai problème qu'on va avoir demain, à un coût acceptable. Parce que quand vous faites tourner une clim tout l'été à fond pour avoir du résultat, je peux vous dire que la facture d'électricité à la fin de l'été est quand même salée. Donc, il faut imaginer des systèmes qui permettent d'être confortables sans gaspiller trop d'énergie. Et c'est dans le sens de c'est une bonne transition vers la RE 2020, parce que la RE 2020, qui est la réglementation énergétique 2020 des bâtiments, insiste sur le fait que les bâtiments doivent être économes en hiver, mais également en été. Donc ça va pousser ces solutions. La dernière solution qu'on développe... Après, Guillaume, moi, je voudrais juste faire le lien avec le décret tertiaire, parce que quand vous êtes, en fait, quand vous êtes propriétaire de bâtiments tertiaires, donc de bâtiments logistiques ou autres, vous avez un engagement maintenant sur 10 ans en fait, à réduire vos consommations. Donc ça s'inscrit également... quelque part, on a la maison individuelle avec MaPrimeRénov' et le C2E, mais le C2E, c'est aussi applicable sur des bâtiments en fait, tertiaires. Et donc l'engagement de réduction de la part en fait, des propriétaires va nous permettre aussi d'avoir une demande supplémentaire, parce qu'on est obligé de passer par la rénovation énergétique, donc c'est de l'étanchéité, mais c'est aussi
Ce n'est pas que de l'étanchéité. Et puis le dernier produit sur lequel je voulais insister, c'est la ventilation double flux. Donc vous connaissez la ventilation dans les bâtiments, ventilation qu'on appelle VMC, ventilation mécanisée centralisée. Ça permet à des bâtiments isolés d'avoir un échange d'air et d'avoir toujours de l'air neuf dans le bâtiment, sinon au bout d'un moment on sature en CO2. Donc ça c'est nécessaire pour pouvoir respirer et éviter les moisissures dans le bâtiment. La VMC double flux fait exactement la même chose, mais permet de conserver les calories à l'intérieur du bâtiment en hiver et d'éviter de perdre de l'air frais en été, à l'aide d'un échangeur thermique qui fait partie du système. Cette VMC double flux se développe en France, enfin, puisque la solution technique existe depuis toujours, avec un coût supérieur. Cependant, pour être aujourd'hui efficient, il va falloir aller jusqu'à ce type de système, et notre filiale Accélère propose des produits qui sont fabriqués en Europe, par Vortice. Un petit point sur l'international, positif, puisque nous avons vécu pendant cette année 2020 des difficultés à visiter nos clients internationaux. Nous pouvons enfin reprendre l'avion et visiter à nouveau nos clients, ce qui va nous amener à retrouver des développements internationaux, et particulièrement sur notre filiale Safeco, des développements plus significatifs. Alors il nous reste 7 minutes, donc ça va être un challenge. Patricia, pour nous parler des projets, réduction, et puis peut-être les stocks, on en a déjà parlé, donc voilà. on laissera la place aux questions. Donc dans les gros projets, donc on avait... Vous n'avez pas fait l'acquisition pendant 2 ans, vous vouliez digérer les précédents. Est-ce que maintenant, ça peut revenir ? La digestion n'est pas terminée, parce qu'on a encore dans les projets des choses à faire, notamment en termes d'IT et de logistique. Nous n'avons pas actuellement de dossier significatif dans les tiroirs. En revanche, on a la volonté de le faire, parce qu'on a les moyens financiers, et stratégiquement, ça nous permettrait de franchir un cap en Europe et déjà de s'internationaliser plus vite et éventuellement de grandir dans le domaine de la robinetterie industrielle. Voilà, je vous le fais très court, mais voilà à peu près où on en est sur les M&A. Après, sur le financement, donc à fin juin, en fait, on était à nouveau en cash positif, enfin cash net positif. Voilà. Donc ça, on a la capacité à refinancer et on a quand même digéré un certain nombre de projets, pas tous, puisqu'on ne les a pas tous terminés. Donc dans les projets structurants, on est sur des projets immobiliers, puisqu'on a des filiales qui sont en croissance. Donc Accélère, FG Inox qu'on va rapatrier donc dans notre zone historique et permettre à FG Inox en fait, d'assurer une croissance pour les 10-15 prochaines années. Avec, donc on passe sur des solutions logistiques automatisées, ce qu'on n'a pas, parce qu'on est sur du stockage traditionnel. Et là, on prend, en fait, on a donc décidé d'avoir un investissement important avec forcément des impacts sur l'organisation. Donc ça va être sur 2022 où ça va être opérationnel. Et après, on est, donc Dipra Rousseau, 2 activités qui sont dans la GSB. Donc là, on travaille sur la fusion et le fait qu'ils aient en fait le même système d'information. Donc on est en migration avec harmonisation des règles de gestion entre les 2 filiales. Et PB Tube Thermacome, donc 2 filiales qui ont en fait des fournisseurs maintenant communs avec une aide logistique de part et d'autre. Et après, l'idée c'est commercialement en fait comment faire qu'à 2 on soit plus fort sans forcément fusionner les structures. Avec derrière aussi Thermacome qui rejoindra en fait notre système d'information et notre ERP groupe. Donc après, sur la réduction des émissions de CO2, donc on a quand même on communique sur le scope 3, mais de façon partielle. Donc on a travaillé sur cette année donc, pour avoir un scope 3 complet avec intégrant le cycle de vie de nos produits. Donc on s'est fait accompagner d'un cabinet de conseil qui s'appelle iCare pour arriver en fait à descendre toutes nos familles de produits. Donc on a eu 4 sociétés pilotes sur lesquelles on a fait un travail détaillé pour vraiment mesurer notre bilan carbone produit par produit. Parce que le cycle de vie de notre produit, c'est à peu près 90% de notre empreinte carbone. Donc l'idée, c'est d'arriver à avoir un outil, une méthodologie, donc c'est ce qu'on a maintenant déterminé, pour en fait évaluer et voir comment est-ce qu'on peut réduire cette empreinte carbone avec forcément le travail de nos fabricants. Et on voulait avoir quelque chose qui soit opérationnel et pas en fait faire un bilan carbone en disant chiffre d'affaires, tel niveau d'activité égale tant de tonnes du CO2. On voulait vraiment en fait arriver à maîtriser la méthodologie et les calculs. Alors plus largement, dans le document de référence, vous avez à la page 17 une synthèse des éléments clés
en extra-financier, avec des choses à dire sur la gouvernance, sur le social, sur l'environnement, sur le sociétal. Ce document va évoluer. On va se donner pour l'année prochaine 18 points clés à suivre en extra-financier, avec des objectifs qu'on est en train d'établir en interne pour que ça soit un mouvement d'ensemble du groupe et pas uniquement de la holding. Mais donc je vous invite déjà à regarder le document qu'on a publié en début d'année et vous verrez que ça va encore évoluer à ce sujet. Alors il nous reste quelques minutes pour, s'il y a une question qui vous brûle les lèvres, c'est le moment. On a affaire à quelques novices, je crois, sur le titre, mais aussi des experts. Donc, pour ceux qui découvrent le titre, peut-être que il n'y en a pas, hein, parce que je... Si, moi je découvre la société. Hein. D'accord, donc c'est... Donc, je suis venu un peu par hasard, j'avais du temps libre. D'accord. Et je suis fort intéressé. D'accord. Vous me laisserez votre carte de visite? Oui, bien sûr. Comme ça, je vous mettrai dans la base de distribution de nos communiqués de presse. Parmi les sachants, les connaisseurs, ceux qui nous suivent depuis longtemps, est-ce qu'on a répondu à vos attentes là, à court terme? Donc, prochaine publication, c'est 14 ou 15 janvier pour le chiffre d'affaires annuel. Et ensuite, pour le résultat, ça doit être... 21 février. Ah oui, Patricia a déjà la date en tête parce qu'elle sait qu'elle a un petit peu de travail entre janvier et février. Voilà. Vous avez une clôture décalée ou pas? Non, on clôture au 31 décembre. Et en fait, on publie notre chiffre d'affaires et notre URD complet pour le 21 février. Donc c'est un travail qui est assez important et c'est pour ça que... Alors, ouais, vous l'avez compris, hein, les challenges du groupe Thermador à long terme, on voit les choses avec sérénité puisque nous avons traversé la crise financière sans trop de casse, nous avons traversé la crise sanitaire sans casse, donc nous sommes prêts à affronter la prochaine qui sera une crise différente et personne ne la connaît. En revanche, et donc notre ambition, nous, c'est d'avoir un rythme de croissance moyen raisonnable qui se traduit par un doublement de notre taille tous les 10 ans, avec une bonne stabilité des ratios financiers, un bon retour pour nos actionnaires, nos salariés, nos clients, nos fournisseurs. Donc ça, c'est le long terme. En revanche, à court terme, on a un enjeu quand même très délicat qui est le premier semestre de l'année prochaine, avec un référentiel de chiffre d'affaires record et extrêmement élevé, et des problématiques d'approvisionnement qui vont impacter 30% de nos achats. Même si on est mieux positionné que nos concurrents sur ce sujet, nous n'allons pas passer au travers de ces problématiques avec des délais d'approvisionnement qui vont s'allonger. Vous êtes une entreprise familiale? Alors nous étions une société familiale puisqu'elle a été créée par Guy Vincent en 1968. Les fondateurs, ils étaient 5 à l'origine, ils sont toujours actionnaires du groupe pour les 4 qui sont encore vivants. Mais aujourd'hui, on a été introduit en bourse en 87 avec l'objectif de suivre le modèle de l'Air Liquide. Donc aujourd'hui, on a un capital qui est très ouvert puisqu'on a 40% d'actionnaires individuels, 46% d'investisseurs institutionnels, dont 22% d'étrangers. Et on a 14% du capital qui est détenu par les salariés et les dirigeants. Alors on essaye de conserver la culture d'entreprise, des valeurs qui nous sont chères comme la transparence, la simplicité, l'efficience des process. C'est des choses qui nous animent et qui sont d'origine, qui font le fondement de cette société. C'est vrai que la croissance externe, en fait, depuis 2015, on a eu beaucoup de croissance externe. Et le challenge aussi, c'était de faire perdurer et d'intégrer des nouvelles structures et de véhiculer nos valeurs. Voilà, donc c'est là où, en fait, on a parlé de pause 2020-2021. C'est aussi, on avait besoin de souffler pour pouvoir accompagner et renforcer les structures là où c'était nécessaire. Les détentions de vos principaux actionnaires, enfin, je pense surtout à votre actionnaire allemand, il n'y a pas eu d'évolution? Non, 9%, il est stable et tous les ans, à minima, il nous appelle pour nous faire ses commentaires éclairés sur le parcours du groupe. Commentaires qui sont plutôt élogieux, mais bon, voilà, c'est un actionnaire qui est bienveillant, qui nous amène des conseils. On n'est pas toujours d'accord d'ailleurs sur les sujets, mais c'est pas grave, ça permet justement de se poser des questions. Cet actionnaire allemand est représenté au niveau du conseil d'administration par son neveu, Yannis Rentroff, qui est un jeune homme allemand formé, qui est plutôt de formation juridique, mais qui a pris sa place au conseil et qui aujourd'hui est le regard des investisseurs institutionnels au niveau du conseil d'administration, avec un point toujours très précis sur le roadshow du groupe et notre retour sur les capitaux investis.
un point très précis sur les acquisitions et sur ce que nous en faisons. Donc voilà, il est challenging, comme on dit Yanis Rentrop. Sur les acquisitions, il y a eu effectivement toute une série d'acquisitions par le passé. On est encore en train de digérer quelques acquisitions d'achat pré-Covid. Vous ne vous interdisez rien actuellement, avec une bonne situation de cash. Attends, on s'interdit rien, enfin pas rien. Dans la limite du raisonnable. Voilà, Voilà. donc c'est pas rien. Et en termes... Le raisonnable il se situe où? Est-ce que vous avez éventuellement réfléchi à des acquisitions transformantes potentiellement un jour, ou alors c'est que de la bolt-on où vous achetez comme ça des choses qui vous manquent? Non, non, transformante, mais moi je suis ouvert à toute proposition. Il ne faut surtout pas, dans les acquisitions, vous savez, on a un petit peu d'expérience avec Patricia maintenant, puisqu'on en a fait 10. Chaque opération, c'est un cas particulier. Donc je préfère rester les chakras ouverts aujourd'hui sur ce type d'approche. Si demain on double la taille du groupe en faisant une acquisition, pourquoi pas? Comment on finance? Est-ce que c'est un intérêt? Quel est le retour pour l'actionnaire, salarié, les parties prenantes? Donc, aucun sujet n'est tabou. En revanche, on est prudent et on étudiera les dossiers avec attention. Je vous rappelle quand même que les dirigeants du groupe, dont Patricia et moi, sommes très impliqués dans le capital à titre personnel et qu'une part très significative de notre patrimoine est dans le capital du groupe Thermador. Et après, ce qu'on ne s'interdit pas, enfin, on reste quand même dans la distribution. Voilà, parce que intégrer, enfin, Non. non, parce qu'on sait, enfin, on sait pas faire. La distribution, on sait qu'on a quand même des vraies valeurs ajoutées, on a quand même une efficience, donc on sait qu'on est bon. Après, ce qu'on a pu aussi constater, souvent, c'est quand on rachète des petites structures, on sait en fait les rentabiliser très très vite. Ça, c'est ce qu'on sait faire. L'international, ça, on sait que c'est un peu plus compliqué à notre niveau. Voilà, donc c'est pour ça aussi que le nouveau DG délégué, en fait, il est issu de l'international parce qu'il est issu de Safeco. C'est aussi pour porter ce développement à l'international. Et on a besoin de travailler notre image aussi au niveau européen. Et ça fait partie. Enfin, on en a conscience. Donc, on travaille sur nos outils de communication et montrer nos métiers, parce que bâtiment, c'est assez clair. Ce qu'on fait en fait au niveau de la robinetterie industrielle, c'est un peu plus compliqué à montrer, à illustrer. Donc là, on est en train de travailler sur des vidéos pour montrer nos ateliers de montage, de motorisation, pour expliquer. Et puis si on a une cible, potentiellement en fait, être attrayant par rapport à cette cible. Tiens, on va improviser. Bon, s'il y a encore une question pour ceux qui savent, qui s'intéressent à la robinetterie industrielle, on a 2 de nos filiales qui font de la robinetterie motorisée. Et donc, on a fait un film pour montrer ce que c'était que la robinetterie motorisée dans l'industrie. Donc ça, c'est notre chère filiale Sodeco, nos amis belges. Donc là, on est sur quand même des produits ultra techniques. L'industriel, il a une canalisation, il veut l'ouvrir et la fermer, et il veut que sa vanne, elle marche toujours. Et dans la canalisation, vous avez de l'eau, du gaz, des produits chimiques, des trucs absolument abominables. Des poudres. Des poudres. Abrasives. Voilà. Et il faut être capable de livrer la vanne qui va toujours marcher. Est-ce qu'il y a des senseurs aussi qui vont avec pour... Oui, faut être capable effectivement de... Alors les senseurs, c'est la grande spécialité de la filiale que nous avons acquise en fin 2019 qui s'appelle Distrilabo. Donc tout ça, c'est un monde qui est très proche. Donc vous voyez qu'on est quand même sur de l'orfèvrerie là. Hein. On stocke les moteurs, on stocke la vanne, on attend la commande, et quand on a la commande, il faut monter le moteur sur la vanne, parce qu'évidemment, il y a autant de combinaisons que de problèmes clients, et il faut le livrer vite et bien, avec des certificats de montage, des certificats produits, une traçabilité. Et une certification également. Il y a des produits connectés là-dedans Ça commence à venir, oui, des produits qui effectivement sont pilotables à distance, donc sans fil, parce que l'usine 4.0 qui se pilote à distance, c'est quelque chose qui arrive très très vite. Et effectivement, vous parliez de senseurs, de capteurs tout à l'heure, c'est exactement aussi le cas. Donc on travaille sur ces produits-là, les produits du futur, avec des produits qui sont faciles à connecter, qui fonctionnent sur des protocoles de communication standards. Tout ça, c'est des sujets de réflexion pour l'avenir. On est toujours chez Sotego. Et bon, vous voyez qu'il y a quand même des vannes qui sont de différentes tailles.
Alors là, on est sur le banc d'essai parce qu'avant d'envoyer le produit chez le client, dans certains cas, il faut quand même faire des tests finaux, sous pression. Parce que selon les matières, en fait, on change les joints. Et donc, du coup, en fait, on ouvre la vanne et on change les joints. Et donc, il faut en fait pouvoir prouver l'étanchéité. Donc, il y a un certificat qui est infalsifiable et qu'on fournit en fait avec la vanne. Après, ce qu'on fait également, c'est qu'on fait les tests matières pour pouvoir, parce que quand on parle d'un inox, une qualité d'inox, il faut aussi en fait qu'on puisse en fait avoir un certificat interne qui prouve que c'est bien la bonne qualité d'inox. Donc ça, c'est un métier qui est un peu plus, qui est peut-être un peu moins connu, mais qui nécessite une organisation, une traçabilité dans nos systèmes d'information assez poussée. Il semblerait qu'il y ait quand même une bien plus forte valeur ajoutée sans ces produits-là. Ah, je ne vous le fais pas dire. C'est une anecdote, hein, bien sûr, qui grossit. Mais donc ça veut dire que c'est des choses qui vont peut-être contribuer un peu mieux aux marges. Alors attention, il y a plus de valeur ajoutée, c'est des produits plus chers, mais vous avez des charges de personnel plus importantes parce qu'un monteur dans ce métier-là, c'est pas quelqu'un qui sort du chapeau. Vous pouvez pas, ça n'existe pas sur le marché. Donc c'est des gens qu'on a intégrés dans l'entreprise, qu'on a formés, qui sont bien rémunérés. Donc, Et sur la facture finale au client, ça se ressent pas. c'est des sociétés qui ont des taux de marge qui sont très bons, avec des taux de charge supérieurs. Mais vous voyez la rentabilité de sectorielle, si vous retrouverez. Alors on fait partie des sociétés à publier des éléments de rentabilité sur chacune de nos filiales. La société sectorielle que vous voyez là en ce moment, qui fait des vannes motorisées, a une rentabilité qui n'est pas la plus grande rentabilité du groupe, mais une très bonne rentabilité. C'est vraiment un métier d'orfèvre. Il faut être capable de stocker toutes les pièces et le moment où le client se décide, alors d'accompagner le client dans sa décision, parce que bien évidemment, on n'a pas affaire souvent à des experts, c'est nous les experts, de lui dire c'est ça la vanne qu'il te faut, et le jour où il se décide, il faut monter la vanne très vite pour lui envoyer. Alors, bien évidemment, ça demande aussi du service après-vente, parce que le jour, au bout de quelques années, la vanne tombe en panne, il faut être capable de lui dire pourquoi elle est tombée en panne, et la remettre en route très vite, parce que si vous avez une usine derrière, vous imaginez que les enjeux sont importants. Après, dans les assemblages, on n'a jamais en fait tous les composants ne sont pas de la même usine, pas du même fabricant. Donc nous, à un moment donné, en fait, on doit assurer l'ensemble et surtout et avoir développé certaines fois des pièces additionnelles pour que l'ensemble en fait fonctionne. Donc ça, à un moment donné, je ne sais pas si on le voit, donc on a une imprimante 3D qui, en fonction, en fait, si on a besoin de pièces d'adaptation, on passe par là pour pouvoir en fait mettre des pièces additionnelles parce que voilà, il faut qu'on ait le nombre d'ouvertures de la vanne. Est-ce qu'elle va rester étanche ou pas Comment vous dites pour l'instant, on est sur les protos pour l'instant, mais c'est vrai qu'on est en train de... On s'intéresse à des sociétés régionales qui développent carrément un savoir-faire industriel dans la réalisation de pièces. On a un rendez-vous bientôt pour voir si ça peut nous faire gagner du temps, justement, être capable de produire une pièce non stockée dans un délai très court. Attention, il faut aussi que ça respecte un certain nombre de caractéristiques mécaniques précises. Hein, donc c'est des réflexions qu'on a, bien entendu. Donc vous voyez le marquage final. Là, on est obligé d'avoir un gravage parce que certaines vannes sont des vannes ATEX, donc qui sont en milieu explosif. Et donc nous, on a l'ISO 9001 par rapport à ça, et on délivre en fait un certificat ATEX et qui engage notre responsabilité. Donc vous voyez, le groupe Thermador, ce sont ces produits-là, mais on est aussi capable de vendre un robinet de lavabo. Mais ce n'est pas la même filiale, ce n'est pas le même business model quand même si on est des négociants dans ce type de produit. Donc la robinetterie, quand on dit groupe Thermador distribution de robinetterie, ça c'est la façon la plus rapide de le dire, mais ça peut être un robinet de lavabo ou une vanne motorisée dans une usine. Bon, ben merci à tous pour votre attention, vos questions. Merci. On vous souhaite un excellent appétit. À très bientôt. Merci à la régie, vous avez été parfait. Ah bah oui, on vous connaît.